Mes talons frappent le sol en marbre du tribunal de Portland, chaque pas un coup de tonnerre dans le silence glacé. Je sens des yeux me percer le dos, des chuchotements serpentent à travers la galerie alors que je parcours les 15 mètres les plus longs de ma vie. Les journalistes se penchent en avant sur leur siège, leur bloc-notes en position d'arme. Le scandale du nom Langford se déroule en temps réel, et je suis au centre de la scène, que je le veuille ou non. Je ne me retourne pas quand j'entends le rire de ma mère silencieux, tranchant et délibérément chronométré pour un maximum d'humiliation. C'est un son que je connais trop bien, l'élégant couteau qu'elle manie depuis toujours. Du coin de l'œil, j'aperçois mon père secouer la tête, la déception rayonnant de lui par vagues familières. Pendant 32 ans, j'ai été Béatrice Langford, la fille qui n'a jamais vraiment été à la hauteur. Aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, pour la première fois, ce n'est pas moi qui suis jugé. C'est eux. Je prends place à côté de la procureure fédérale Sandra Miller, arrangeant mon blazer bleu marine avec des mains que je refuse de laisser trembler. Sandra me fait un signe de tête subtil, d'une professionnelle à une autre. Le poids des preuves que nous avons rassemblées pèse sur nous comme une présence physique. Prête, chuchote-t-elle. Suis-je prête à démanteler l'empire que ma famille a construit? Le nom Langford signifie quelque chose à Portland. 12 ensembles de logements locatifs disséminés dans la ville, 3 propriétés au bord du lac scintillant au bord de l'eau, plus de 8 millions de dollars d'actifs immobiliers. Mon père a construit cet empire brique par brique pendant 40 ans. Graham Langford, l'homme dont j'ai poursuivi l'approbation comme une ombre qui s'étendait toujours juste hors de ma portée. Derrière nous est assise ma mère, la mondaine adulée de Portland. Diane Langford, reine des galas de bienfaisance et des collectes de fonds pour les symphonies, dont la grâce et la philanthropie masquent quelque chose de bien plus froid. Elle croise les jambes à la cheville, son collier de perles captant les lumières fluorescentes, posture parfaite, sourire parfait, parfaitement cruel. Et Ethan, mon frère, se prélasse 2 rangées derrière, faisant défiler son téléphone comme si tout cela n'était qu'un inconvénient mineur. 35 ans et toujours le fils doré qui ne pouvait rien faire de mal. Il ne lève même pas les yeux quand j'entre, son rejet étant aussi complet qu'il l'était quand nous étions enfants. Mon esprit remonte à 2016, le ralentissement du marché du logement qui a failli nous briser. Je me souviens du visage de mon père, gris de stress alors que les chiffres saignaient en rouge mois après mois. Je me souviens d'être intervenu lorsque sa santé a défailli, travaillant 18 heures par jour pour empêcher l'effondrement des avoirs Langford. Je me souviens avoir retiré 520 000 $ de mes économies personnelles, l'argent que j'avais mis de côté pour mon propre avenir, et de l'avoir versé dans l'entreprise familiale comme de l'eau sur des plantes mourantes. Pas de contrat, pas de garantie. Juste la foi en ma famille et l'entreprise qui portait notre nom. 3 mois plus tard, lorsque le marché s'est corrigé et que les bénéfices sont revenus, j'étais assise à notre table à manger en acajou en regardant ma mère couper son steak. Le couteau a tranché avec une précision chirurgicale, ses mouvements délicats et raffinés. Le conseil d'administration a des inquiétudes, a dit mon père, sans croiser mon regard. Concernant certaines manipulations financières. Ma fourchette s'est figée à mi-chemin de ma bouche. Manipulation financière? Vous voulez dire l'argent qui a sauvé l'entreprise? La manière dont cela a été fait, a interrompu ma mère, tamponnant ses lèvres avec une serviette. Cela montre un certain excès de pouvoir. J'ai regardé de l'un à l'autre, attendant la chute qui n'est jamais venue. Je suis renvoyé? Après tout ce que j'ai fait? Ma mère a posé son couteau, les yeux froids comme du verre d'hiver. Tu es née pour suivre, pas pour diriger, Béatrice. Certains d'entre nous doivent simplement accepter leur place. Les mots se sont gravés en moi plus profondément que n'importe quelle lame. Je suis parti cette nuit-là avec rien d'autre qu'un dossier de bilan sous le bras, preuve de ma contribution et de mon renvoi. Le silence alors que je sortais par la porte était assourdissant, mon identité dépouillée par quelques mots prudents. Maintenant, assise dans ce tribunal, je croise le regard de Sandra et je trouve quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis des années, le respect. Oui, je lui dis, la voix stable malgré le tremblement de terre dans ma poitrine. Je suis prête. Le tribunal se tait lorsque le juge Alan Msekini entre. Son visage ne révèle rien alors qu'il appelle la cour à l'ordre, les yeux neutres scrutant la salle. Je me demande s'il peut sentir le poids de ce qui va se passer, des années de manipulation mises à nu pour que tous les voient. Je peux sentir les yeux de mon père sur mon dos, ce poids familier de déception qui menaçait autrefois de m'écraser. Je me souviens de son regard chaque fois que je remettais en question les décisions familiales, selon clignement d'yeux qui me renvoyait plus efficacement que les mots ne pourraient jamais le faire.
Du coin de l'œil, je vois les ajustements subtils de ma mère, redressant sa posture déjà parfaite, inclinant son menton juste comme il faut. L'incarnation de la préoccupation maternelle masquant l'architecte d'un millier de petits commentaires déstabilisants, chacun conçu pour me maintenir à ma place. Et Ethan, levant enfin les yeux de son téléphone, la suffisance rayonnant de lui comme de la chaleur. Je peux l'imaginer à la table familiale, se prélassant pendant que nous sommes tous assis droits, assurés de son statut d'enfant chéri. Le schéma est si clair maintenant, le contrôle, la manipulation, l'érosion constante de ma confiance en place. Pendant des années, j'ai cru que c'était de l'amour, j'ai cru que le problème venait de moi. Comme j'avais tort. Alors que le juge commence à parler, un étrange calme s'installe en moi. Il ne s'agit plus d'argent. Il ne s'agit plus de propriété ou d'entreprise, ni même d'héritage. Il s'agit de vérité. Et pour la première fois de ma vie, la vérité est de mon côté. Je redresse la colonne vertébrale et regarde devant moi, prête pour le règlement de compte qui se prépare depuis des années. 3 ans après avoir quitté le manoir Langford, j'avais créé une vie qui était distinctement la mienne. Mon loft à Portland se trouvait 5 étages au-dessus de la ville, ses fenêtres industrielles encadrant le mont Hood par temps clair. Mobilier simple, lignes épurées, rien de tel que l'excès orné dans lequel j'ai grandi. Un endroit où je fixais les règles. Jusqu'au jour où un colis gris est apparu à ma porte. Pas d'expéditeur, pas de timbre, juste mon nom en lettres capitales qui ont noué mon estomac. Je l'ai porté à l'intérieur, le posant sur le comptoir de ma cuisine comme s'il allait exploser. Pendant 20 minutes, j'ai tourné autour, faisant du café que je ne boirais pas, redressant des choses qui n'étaient pas tordues. Quand j'ai finalement déchiré l'emballage, une enveloppe scellée s'en est glissée. Pour ses seuls yeux. H. Langford. L'écriture de mon grand-père. Henry était mort depuis 6 ans, mais je reconnaîtrais ces lettres capitales carrées n'importe où. Elles appartenaient à une autre époque, lorsque les hommes signaient leur nom avec le poids de leurs paroles derrière chaque trait. Mes mains tremblaient alors que je brisais le sceau. À l'intérieur, il y avait un testament. Manuscrit, daté de 2004, avec la signature indubitable d'Henry au bas. Moi, Henry Langford, étant saint d'esprit et de corps, lègue par la présente tous les biens, avoirs et actifs à ma petite-fille, Béatrice Langford. Je me suis effondré sur mon canapé, le papier tremblant dans ma main. Cela ne pouvait pas être réel. Le tribunal avait lu le testament de grand-père 3 semaines après ses funérailles. J'étais là, j'ai vu le sourire narquois d'Ethan s'agrandir alors que chaque actif lui était transféré. Pas un sou, pas un souvenir, pour moi. J'ai affiché les registres d'homologation sur mon ordinateur portable, comparant les documents côte à côte. La version du tribunal nommait Ethan exclusivement, mais cette version, la véritable version d'Henry, me laissait tout. Les signatures ne correspondaient pas proches, mais pas identiques. L'une avait été falsifiée. Le registre numérique des testaments de l'Oregon n'existait pas à l'époque, un angle mort juridique facilement exploité par quelqu'un qui connaissait le système. Quelqu'un comme mon père. Mon téléphone a sonné 3 jours plus tard, me tirant d'un sommeil agité rempli de tribunaux et de contrefaçons. Est-ce Béatrice Langford? Une voix d'homme, rauque avec l'âge. Qui demande? Caleb Warner. J'ai travaillé pour l'avocat de votre grand-père. Il a fait une pause. Celui qui a disparu en 2009. Ma poitrine s'est serrée. Que savez-vous à ce sujet? Il a refusé de modifier le testament d'Henry. C'est pourquoi il a disparu. Sa voix a baissé. J'ai eu peur de me manifester, mais je ne peux plus vivre avec ça. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un petit café près de la rivière Willamette. Je suis arrivé tôt, choisissant une table d'angle avec une vue sur les 2 entrées. Caleb Warner était plus âgé que je ne l'imaginais, milieu des années 70, avec des cheveux blancs clairsemés et des lunettes qui grossissaient des yeux bleu pâle. Il marchait avec une légère boiterie, scrutant la salle avant de s'approcher. « Vous ressemblez à Henry » a-t-il dit, glissant sur la chaise en face de moi. Les mêmes yeux. Sans préambule, il a placé une clé USB rayée sur la table entre nous. L'avocat de votre grand-père a tout enregistré. Assurance, il appelait ça. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, j'ai branché la clé. Une voix tremblante a rempli mes haut-parleurs. Ils m'ont forcé à falsifier le testament. Graham et Diane Langford. Ils avaient des copies des signatures d'Henry, en ont tiré une d'un acte de propriété de 1998.
Graham a dit que si je ne coopérais pas, je le regretterais. Je quitte la ville ce soir, si quelque chose m'arrive. L'enregistrement s'est coupé. Je l'ai joué 3 fois de plus, chaque répétition durcissant quelque chose à l'intérieur de moi. L'acte de 1998. Je m'en souvenais, la propriété de l'Ecoswego achetée comme investissement. La signature falsifiée y correspondait parfaitement. Trop parfaitement. Mon père avait tout orchestré. Le cerveau qui a ordonné la contrefaçon, qui s'est occupé de l'avocat quand il est devenu un passif. Ma mère, utilisant ses relations sociales pour faire taire les questions. Leur effort coordonné pour effacer mon héritage, pour m'effacer. Et Ethan, le bénéficiaire consentant, complice par son silence. Le lendemain matin, je suis allé à la First Oregon Bank et j'ai loué un coffre-fort. Le testament original y a été rangé, avec une déclaration notariée de Caleb. J'ai fait des copies numériques, les stockant dans des comptes cloud cryptés, sur des lecteurs séparés, avec des amis de confiance. J'ai passé des nuits à faire des recherches sur le droit successoral de l'Oregon, le délai de prescription, l'examen médico-légal des documents, construisant mon dossier brique par brique méticuleuse. Je témoignerai, m'a dit Caleb autour d'un café une semaine plus tard. Que ma réputation soit damnée. J'ai tendu la main à travers la table, serrant sa main burinée. Ce n'est pas seulement de la contrefaçon, Caleb. C'est du vol de temps. Ils ont volé des années que j'aurais pu passer à bâtir sur l'héritage d'Henry. La piste m'a mené à Bend, dans une maison de retraite où Althea Monroe, aujourd'hui âgée de 82 ans, vivait dans une petite pièce remplie de photographies. L'ancienne gouvernante d'Henry a ouvert la porte vêtue d'une robe d'intérieur à fleurs, ses cheveux blancs tirés en un chignon soigné. Je me demandais quand vous viendriez, a-t-elle dit, me faisant signe d'entrer. Ses mains tremblantes ont tourné les pages d'un album photo usé. J'étais là quand il l'a signé, juste dans son bureau. Votre mère se tenait derrière lui. Elle s'est arrêtée sur une photographie qui m'a coupé le souffle. Henry à son bureau, l'avocat à côté de lui, la silhouette de ma mère dans le coin, juin 2004. J'ai envoyé un scan à Caleb ce soir-là. C'est recevable, a-t-il répondu immédiatement. Ils ne peuvent pas supprimer ça. Je suis retourné à mon appartement 3 jours plus tard pour trouver la porte entr'ouverte. À l'intérieur, le chaos. Tiroirs renversés, meubles tailladés, mon ordinateur portable détruit au-delà de toute réparation, papiers éparpillés sur le sol comme de la neige. Parmi eux, une seule note dans l'écriture carrée de mon grand-père, l'héritage ne s'hérite pas, il se gagne. Pas ces mots. Un message de leur part, un avertissement de la distance qu'ils étaient prêts à parcourir. J'ai ramassé les papiers avec des mains fermes, ne tremblant plus. Chaque élément de preuve, chaque menace, chaque mensonge, exposé tout cela formant une image claire, le puzzle prenant enfin forme. Ils ont volé mon héritage, ma place, ma voix. Mais ils ont commis une erreur cruciale, ils m'ont laissé en vie pour me défendre. Une semaine plus tard, mon téléphone vibre contre la table basse, le nom d'Ethan clignotant à l'écran. Je le laisse sonner 2 fois avant de répondre. Nous devons parler de ce que tu fais, dit-il sans préambule, sa voix tendue avec quelque chose entre la colère et la peur. Je me penche en arrière dans ma chaise, regardant la ligne d'horizon de Portland à travers la fenêtre de mon loft. Je ne fais rien, Ethan. Je poursuis la vérité. As-tu la moindre idée de ce que cela fait à maman? À papa? Sa voix se brise légèrement. Les gens parlent, Béatrice. Bien sûr qu'ils le font. J'ai remarqué les regards obliques à l'épicerie, les annulations soudaines de vieux amis de la famille. La campagne de chuchotement de Diane Langford fonctionne à plein régime, des insinuations subtiles sur mon état mental, des rumeurs soigneusement élaborées remettant en question mes motivations. Dans la société de Portland, la préoccupation à voix basse de ma mère a plus de poids que les accusations criées ne pourraient jamais en avoir. Le Rotary Club a désinvité maman à parler le mois prochain, poursuit Ethan. 30 ans de travail caritatif, et soudain, ils vont dans une autre direction. J'avale la satisfaction amère qui monte dans ma gorge. Cela semble difficile pour elle. Papa demande à des gens de se pencher sur tes finances. Il pense que si tu es désespéré pour de l'argent. Je ne suis désespéré pour rien d'autre que la vérité, je l'interromps. Et je n'ai rien à cacher. Ce que je ne lui dis pas, c'est que les relations d'affaires de Graham ont déjà commencé leur travail. Mon prêteur hypothécaire a appelé hier avec des inquiétudes concernant ma demande d'il y a 3 ans.
La galerie d'art où je vends occasionnellement mes photographies a soudainement révisé leur accord de consignation. De petits points de pression coordonnés conçus pour me dépeindre comme instable et avide. Arrête juste ça avant que ça n'empire, implore Ethan, une note familière de condescendance revenant dans sa voix. Pour le bien de tous. Après avoir raccroché, je vérifie mon email pour trouver un message de Caleb. Quelqu'un l'a suivi chez lui depuis l'épicerie hier. Un rappel amical qu'il pourrait vouloir reconsidérer son témoignage. La menace n'était pas explicite, mais elle n'avait pas besoin de l'être. Je me prends dans mes bras, combattant l'instinct familier de reculer, de faire la paix à tout prix. C'est sur ça qu'il compte la Béatrice qui a aplani les choses, qui a sauvé l'entreprise avec ses 520 000 $ et qui est ensuite partie tranquillement quand elle a été renvoyée. Mais cette Béatrice a disparu. J'ai organisé une réunion avec Sandra Miller le lendemain matin, apportant chaque document que j'avais rassemblé jusqu'à présent. Le bureau du procureur fédéral ressemble à une forteresse comparée à mon appartement vulnérable. Ce n'est pas seulement une fraude successorale, dit Sandra, étudiant le testament original d'Henri à travers des lunettes de lecture. Si votre père a menacé l'avocat de votre grand-père qui a ensuite disparu, nous sommes confrontés à des crimes fédéraux potentiels. Je pousse un dossier manie sur son bureau. J'ai tout catalogué chronologiquement, le testament, les déclarations des témoins, les documents financiers de 2004 à aujourd'hui. Sandra lève un sourcil en feuilletant ma chronologie méticuleuse. Vous avez été occupé. J'ai travaillé avec des chiffres pendant des années. Les schémas comptent. J'étale un deuxième jeu de documents. Voici ce que j'ai trouvé dans les documents de l'entreprise. Regardez les transactions après la mort d'Henri. Son doigt trace la colonne de chiffres. Plusieurs sociétés écrans, transfert de propriété, le tout soigneusement structuré pour éviter la détection. Ils n'ont pas seulement falsifié le testament de grand-père, ils ont systématiquement effacé tout lien financier entre lui et moi. Je tape sur le chiffre du bas. Et ils font des choses similaires avec d'autres propriétés depuis des années. Sandra retire ses lunettes, me fixant d'un regard constant. Vous comprenez ce que vous faites? Il ne s'agit plus seulement d'héritage, vous cartographiez une conspiration. Mon téléphone vibre avec un SMS d'Ethan, rencontrez-nous au lodge. Nous voulons juste parler. Le Langford Lodge à Crystal Lake se trouve au fond du comté de Deschutes, une retraite privée héritée de leur ancien portefeuille de villégiature. J'emprunte seul la route forestière sinueuse, les phares perçant l'obscurité du début de soirée. Mon application d'enregistrement est prête sur mon téléphone, rangée dans la poche de ma veste. Le lac scintille sous la lumière des bougies à travers les hautes fenêtres lorsque je me gare à côté du Range Rover d'Ethan. Pendant un moment, je reste assise à regarder la scène. On dirait une réunion de famille plutôt qu'une embuscade. À l'intérieur, ils se sont arrangés comme un portrait, Diane et ses perles à une extrémité de la table, Graham fatigué mais défiant à l'autre. Ethan se tient debout en train de verser du vin, son sourire trop artificiel pour être sincère. Béatrice, dit ma mère, se levant à moitié avant de se rasseoir. Merci d'être venu. Graham s'éclaircit la gorge. Nous avons pensé qu'il était temps de clarifier les choses. Une conversation directe est toujours préférable, dis-je, prenant le siège en face d'Ethan, gardant mes mains là où elles peuvent atteindre le téléphone. Diane sirote son vin. Cette situation est devenue hors de contrôle. Nous sommes inquiets pour toi, ta santé, clarifie Graham. Le stress de ces illusions. Je remarque le dossier à côté de son coude. Qu'est-ce que c'est? Ethan le fait glisser sur la table. Une solution. Simple. Propre. Finale. À l'intérieur, il y a un seul document, une renonciation à toutes les réclamations contre la succession Langford. Une signature, et c'est fini. Signe ça, et c'est fini, dit Graham, faisant écho à mes pensées. Nous allons même établir une fiducie pour toi, pas ce que tu imagines mériter, mais assez. Je fais semblant d'examiner le document. À quoi est-ce que je renonce exactement ici? À tout, dit Ethan brutalement, toutes les réclamations, tous les droits de contester le testament, toutes ces absurdités à propos de la contrefaçon. Elle n'a plus besoin de porter le fardeau de papa, continue-t-il, se tournant vers Graham. Tu t'es déjà occupé de cet avocat, n'est-ce pas, papa? Le silence qui suit confirme tout. Mon père ne le nie pas, ne bronche même pas. Les doigts de ma mère se serrent presque imperceptiblement autour de son verre de vin. Je me lève lentement, laissant le document non signé sur la table.
J'en ai fini de faire semblant. Béatrice, la voix de Diane me suit jusqu'à la porte. La loyauté familiale signifie encore quelque chose. Je me retourne une dernière fois. Oui, c'est le cas. C'est exactement pourquoi je fais ça. En m'éloignant, je remarque des phares parmi les arbres, rapidement éteints. Quelqu'un observe. Je vérifie que mon enregistrement s'est bien sauvegardé. L'aveu accablant d'Ethan est maintenant conservé pour Sandra. Au cours des 2 semaines suivantes, mon réseau de soutien s'avère plus fort que je ne l'avais prévu. Althea Monroe, malgré sa santé défaillante, accepte de signer une déclaration sous serment concernant le témoignage de la signature du testament d'Henry. Caleb rejette un pot de vin substantiel de l'avocat de Graham, enregistrant plutôt l'offre. Je rouvre le dossier avec des ressources fédérales, me dit Sandra lors de notre 3e réunion. Ce que vous avez construit ici est extraordinaire. Ensemble, nous déposons une plainte officielle auprès de l'Oregon Bar Association et une requête pour rouvrir l'homologation sur la base de nouvelles preuves. Le journal économique local publie un petit article remettant en question les pratiques financières de Langford Holdings. J'entends dire que le conseil d'administration de l'organisme de bienfaisance de Diane tient une réunion d'urgence concernant leur association avec elle. Graham subit son premier épisode de santé le lendemain de la réception des notifications légales. Mon téléphone sonne à minuit. C'est Ethan, sa voix rauque. Que veux-tu, exige-t-il. Dis-le-nous simplement. Donne ton prix. Je pense aux 520 000 $ que je leur ai donnés, aux années de manipulation, au testament d'Henry caché de moi. Je veux ce que grand-père avait prévu. Après avoir raccroché, je prends une décision que j'évite depuis des années. Le lendemain matin, je me rends au cimetière Mount Calvary avec des roses blanches serrées dans ma main. La pierre tombale d'Henry est en simple granit gris, son nom et ses dates gravées dans une police classique. Je place les roses comme je le faisais quand j'étais enfant, les arrangeant juste comme il faut contre la pierre froide. De mon sac à main, je retire sa lettre, le papier fin à force d'avoir été plié et déplié à plusieurs reprises. Je la lis à voix haute, ma voix stable dans l'air calme du matin. Si elle se tient devant vous, elle a déjà porté plus de poids que n'importe quel homme dans cette famille. Pour la première fois depuis que cela a commencé, les larmes viennent pas des larmes de douleur ou de colère, mais quelque chose de purifiant, de guérissant. Le poids du doute s'allège alors que j'embrasse la force qu'il a toujours vue en moi. Je ne les laisserai pas t'effacer, je chuchote à sa pierre tombale. Ni moi. Au cours des jours suivants, Sandra prépare méthodiquement notre dossier fédéral pour le tribunal. Les preuves sont organisées chronologiquement, les déclarations des témoins sont notariées, la déposition d'Althea est enregistrée avant que sa santé ne se détériore davantage. La date de notre procès est fixée dans 3 semaines. J'achète un nouveau tailleur, je m'entraîne à mon témoignage devant le miroir, je construis ma détermination comme un mur pierre par pierre. Toutes les pièces se mettent en place, le calme avant la tempête. La nuit précédant la date de notre procès, une enveloppe manie apparaît sous la porte de mon appartement. Pas d'expéditeur, pas de marque. À l'intérieur, il y a une seule photographie du bureau d'Henry au manoir familial. Quelque chose est encerclé au marqueur rouge, la peinture derrière son bureau, celle du mont Hood au coucher du soleil. Je l'étudie de plus près et je vois ce que je n'avais jamais remarqué auparavant, le léger désalignement, l'indice de quelque chose derrière elle. Un coffre-fort. Un coffre-fort caché dont je n'ai jamais su l'existence. S'il y a encore des preuves dans ce coffre-fort, cela pourrait être la pièce finale dont nous avons besoin. Mais l'obtenir signifie pénétrer par effraction dans le manoir familial, impossible, dangereux et potentiellement illégal. Je fixe la photographie pendant un long moment avant de prendre mon téléphone. Sandra, dis-je quand elle répond, il y a autre chose. Le mandat pour le manoir Langford arrive à l'aube, un témoignage de l'efficacité de Sandra Miller. Je me tiens sur le trottoir en regardant les marshals fédéraux se rassembler, leurs vestes bleu marine contrastant avec le ciel pâle du matin. Mon cœur bat la chamade contre mes côtes alors que Sandra s'approche, un dossier manille coincé sous le bras. Prête, demande-t-elle, faisant écho à notre échange au tribunal des semaines plus tôt. Cette fois, mes mains ne tremblent pas plus que jamais. Le domaine familial se dresse devant nous, sa façade en calcaire n'étant plus intimidante, mais simplement de la pierre et du mortier. Les huissiers se déploient sur la propriété pendant que Sandra sonne à la porte. De longues secondes s'écoulent avant que la porte ne s'ouvre, révélant mon père, en robe de chambre sainte à la hâte, le sommeil obscurcissant encore ses yeux. Le choc qui transforme le visage de Graham Langford lorsqu'il m'aperçoit vaut toutes les nuits blanches des 3 derniers mois.
Sa bouche s'ouvre, se referme, puis s'ouvre à nouveau, le grand orateur soudainement muet. Mandat fédéral de perquisition des lieux, annonce Sandra, tendant le document. Écartez-vous, monsieur Langford. Derrière lui, ma mère apparaît dans l'escalier, sa robe de soie parfaitement agencée malgré l'heure matinale. Seule la légère crispation au coin de son œil trahit son choc. Diane Langford a passé sa vie à perfectionner son sang-froid, mais même la perfection se fissure sous une pression suffisante. Béatrice, dit-elle, la voix douce comme de la pierre polie. Que espérez-vous accomplir exactement avec ce théâtre? Je soutiens son regard sans broncher. La vérité, mère. Rien de plus. Les huissiers se déplacent dans la maison avec une efficacité professionnelle. Je les conduis directement au bureau de grand-père Henri, mais pas assuré malgré les années qui se sont écoulées depuis que j'ai parcouru ces couloirs. Le parfum familier des livres reliés en cuir et du bois de cèdre flotte dans l'air, inchangé par le temps ou la trahison. Là, je pointe la scène de chasse qui dominait le mur derrière son bureau, derrière la peinture. L'huissier retire soigneusement le lourd cadre, révélant le coffre-fort mural dont je n'avais appris l'existence que 3 jours auparavant. Le visage de mon père se vide de sa couleur lorsqu'il réalise ce qui se passe. Il vous faut une combinaison, dit-il, la voix tendue par une fausse confiance. Je m'avance, les doigts planant au-dessus du cadran. Le 14 mai 1990. Ma date de naissance, la seule date que grand-père utiliserait pour quelque chose d'aussi important. Le coffre-fort qui recèle ses secrets a toujours été destiné à ce que je le trouve. La serrure s'ouvre du premier coup. L'avocat de la famille arrive 20 minutes plus tard, essoufflé et décoiffé. Ses arguments rebondissent inoffensivement sur la récitation calme de Sandra des paramètres du mandat. Dans la salle à manger, mon père se serre la poitrine, affirmant avoir des palpitations cardiaques pour retarder son témoignage. Mère s'est retirée dans son bureau, le téléphone collé à l'oreille pendant qu'elle fait appel à des faveurs de membres du conseil d'administration, de politiciens, de quiconque ayant une influence sur l'enquête. Ton frère est en mouvement, rapporte Caleb lorsqu'il appelle. Il a essayé de rendre visite à Althea à la maison de retraite il y a 1 heure. Mon estomac se serre. L'ont-ils laissé entrer? Le personnel a été averti. Ils l'ont renvoyé. Caleb fait une pause, sa voix baissant. Ils deviennent désespérés, Béatrice. Fais attention à toi. Le coffre-fort révèle des trésors au-delà de mes attentes. Le journal manuscrit de grand-père relate des conversations sur l'héritage, son écriture soignée détaillant des soupçons sur les intentions de mon père. Des lettres entre Henri et son avocat expriment des préoccupations croissantes concernant une interférence dans sa planification successorale. Des photos de réunions de famille portent des dates, contredisant le calendrier officiel que mes parents avaient présenté au tribunal. Mais le véritable prix est une petite clé USB cachée dans le coin arrière. Le spécialiste en technologie de Sandra confirme qu'elle contient des documents financiers de l'entreprise datant de 2004, mais aussi d'avant, l'année où l'avocat a disparu et où les documents ont prétendument été perdus lors d'un crash de serveur. Il y a un fichier audio, dit le spécialiste, connectant la clé à son ordinateur portable. La pièce se fait silencieuse lorsque la voix de mon grand-père emplit l'air, stable et claire malgré son âge. Cet enregistrement sert de confirmation verbale de mes souhaits. En cas de décès, tous les actifs et avoirs de Langford Estate seront transmis à ma petite-fille, Béatrice Anne Langford. Elle seule a démontré l'intégrité et la vision nécessaires pour faire progresser ce que j'ai construit. Quelque chose se brise dans ma poitrine, la justification après des années de doute. Le lendemain matin, le journal local publie un article en première page citant des sources proches de la famille, me dépeignant comme instable et vindicative. L'histoire affirme que j'ai abandonné l'entreprise familiale pendant une période critique, omettant commodément ma contribution de $520 000 qui l'a sauvé de l'effondrement. Ils appliquent le manuel, observe Sandra, parcourant l'article. Assassinat de personnages, isolement social, pression institutionnelle. Les amis de la haute société qui m'accueillaient autrefois traversent maintenant la rue pour éviter la conversation. Des courriels circulent, remettant en question la crédibilité de Caleb en tant que témoin. Des relations politiques contactent les supérieurs de Sandra, suggérant que l'affaire manque de fondement et gaspille les ressources du département. Mais la tendance commence à s'inverser lorsque 3 anciens employés de Langford Holdings se présentent avec des déclarations sous serment concernant mon rôle dans le sauvetage de l'entreprise. Le cabinet comptable confirme l'existence de mon prêt de $520 000, produisant des documents que mes parents affirmaient avoir été perdus. Sandra organise une conférence de presse avec le ministère de la Justice,
transformant ce qui avait commencé comme un différend d'héritage privé en une affaire publique. La documentation méticuleuse de Caleb révèle un modèle de manipulation juridique remontant à des années. À la maison de retraite, l'état d'Althea se détériore, mais son esprit reste vif. Son infirmière aide à enregistrer un témoignage vidéo, préservant son récit de la signature du testament pour le tribunal. Elle était toujours là, dit Althea dans l'enregistrement, ses mains papier froissant une nappe imaginaire, se tenant derrière lui pendant qu'il signait, s'assurant qu'il faisait ce qu'il voulait. 2 membres du conseil d'administration démissionnent de Langford Holdings, invoquant des raisons personnelles. Un audit bancaire signale des transactions douteuses sur les comptes d'Ethan. L'organisme de bienfaisance de Diane lance un examen interne après que des questions ont été soulevées concernant des anomalies financières. Le juge Msekini rejette la requête de mes parents visant à retarder la procédure, son ordonnance citant des preuves convaincantes d'abus potentiels envers une personne âgée. La réputation soigneusement construite de la famille se défait fil après fil. Je les aperçois dans le stationnement du palais de justice, mère et père, les têtes penchées l'une vers l'autre, les voix élevées d'une manière qu'ils ne permettraient jamais en public. Père pointe un doigt vers le visage de mère, ses mots portant à travers l'asphalte. Tu avais dit que personne ne vérifierait les signatures. Plus tard cette semaine-là, Ethan fait une scène dans un club du centre-ville de Portland, buvant beaucoup et criant des obscénités à quiconque mentionne le nom de la famille. L'avocat de la famille demande une rencontre privée avec Sandra, glissant une offre de règlement sur la table qui reconnaît certaines de mes revendications tout en protégeant mes parents des accusations criminelles. Nous voulons juste résoudre ce malentendu malheureux, dit-il, la voix onctueuse d'une fausse sincérité. Sandra repousse le papier sans l'ouvrir. Nous avons largement dépassé ce point maintenant. Les mesures de sécurité transforment mon appartement en une forteresse. Nouvelle serrure, système de sécurité, caméra à toutes les entrées. La date du procès est avancée en raison de la santé déclinante d'Althea, accélérant notre calendrier. Ils sont désespérés, avertit Sandra lors de notre examen final des preuves. Sois prudente. J'acquiesce, me surprenant avec la certitude calme que je ressens. Grand-père disait toujours que la vérité a de la patience. La nuit avant le procès, mon téléphone sonne à minuit. La voix de Caleb crépite d'excitation à peine contenue. J'ai trouvé quelque chose dans les archives. Les notes de la dernière affaire de l'avocat disparu. Il a enregistré Graham menaçant directement Henry. Cela relie l'intention à l'action, Béatrice. Mon souffle se coupe alors que les implications se cristallisent. Envoie-le maintenant. Le document arrive par courrier sécurisé 1 heure plus tard. Mes mains tremblent lorsque je lis le récit détaillé de l'avocat qui a été témoin de la menace de mon père envers mon grand-père à propos du testament. La dernière pièce qui transforme notre affaire de différend d'héritage en complot criminel. Ils ne m'ont pas seulement volé, je murmure dans la pièce vide, un choc me parcourant. Ils l'ont menacé. Des accusations fédérales planent maintenant inévitablement, quel que soit le résultat de l'homologation. Alors que l'aube se lève le jour du procès, je me tiens devant le miroir, redressant mon blazer d'une main ferme. La femme qui me fixe ressemble peu à celle qui tremblait dans ce palais de justice il y a des mois. Ses yeux ne contiennent aucun doute, ses épaules aucun fardeau de honte. Aujourd'hui, la vérité prend enfin la parole. La salle d'audience regorge de chuchotements et de clics d'appareils photo cocotte minutes d'anticipation. J'entre par les lourdes portes de chêne à pas mesurés, si différent de l'incertitude qui me rongeait quand tout a commencé. Mon blazer marine, choisi avec intention ce matin, me semble être une armure contre ce qui va arriver. De l'autre côté, ma famille présente son front uni. Graham, qui paraît plus vieux que ses 68 ans, est assis, les doigts entrelacés trop serrés. Les perles de Diane brillent sous les néons pendant qu'elle murmure quelque chose à Ethan. Leur avocat, Richard, un requin dans un costume coûteux, se penche à travers l'allée pendant que je passe. Vous êtes sur le point d'être détruite, mademoiselle Langford, murmure-t-il, juste assez fort pour que je l'entende. Je soutiens son regard sans broncher. Je ne suis pas ici pour détruire qui que ce soit. Je suis ici pour la vérité. Les mots me surprennent même par leur clarté. Il ne s'agit pas de vengeance, il ne s'est jamais agi de cela. Il s'agit de réparer ce qui a été injustement pris. Sandra Miller est assise à côté de moi, arrangeant des dossiers de preuves avec une précision méthodique. Sa confiance me stabilise lorsque le juge Msekini entre et que le tribunal se lève à l'unisson. Le premier jour se déroule selon leur scénario. Témoin après témoin défile à la barre, chacun me dépeignant comme instable, incompétente, ingrate.
D'anciens membres du conseil d'administration dont je reconnais à peine les noms décrivent une prise de décision erratique. Des amis de la famille témoignent de mon comportement préoccupant avec une inquiétude répétée. Ethan prend la barre dans l'après-midi, sa performance est presque impressionnante. Les larmes brillent dans ses yeux lorsqu'il décrit qu'il a essayé de protéger l'héritage familial de ma gestion imprudente. Mon frère, qui n'a jamais assisté à une réunion budgétaire, qui ne pourrait pas nommer 3 propriétés dans notre portefeuille, se dépeint soudainement comme le sauveur de l'entreprise. Ma mère suit avec sa performance habituelle d'inquiétude maternelle. Nous ne voulions que ce qui était le mieux pour Béatrice, dit-elle, touchant sa gorge avec des doigts manucurés. Elle n'a jamais été faite pour le leadership, malgré nos espoirs. Graham témoigne en dernier, sa voix grave alors qu'il explique comment chaque décision était nécessaire à la survie de l'entreprise. La salle d'audience absorbe ces mots comme l'Évangile, la légende immobilière de Portland défendant son empire contre une fille ingrate. Richard sourit tout au long, sa confiance rayonnant à travers l'allée. À l'ajournement du soir, des chuchotements me suivent dans les couloirs du palais de justice. Pauvre Béatrice délirante, combattant sa propre famille pour rien. J'ai dormi exactement 4 heures cette nuit-là. Le lendemain matin, Sandra se lève de notre table. L'accusation appelle Sandra Miller à la barre. Non pas en tant qu'avocat maintenant, mais en tant que témoin. Un geste inhabituel qui provoque une vague de confusion dans la galerie. Mademoiselle Miller, veuillez présenter vos conclusions concernant Langford Holdings LLC, ordonne le juge Msekini. Sandra active un projecteur affichant une chronologie méticuleuse. Ce que vous voyez est l'histoire documentée de Langford Holdings de 2004 à 2019. Elle appuie sur un bouton. Un enregistrement emplit la salle d'audience. La voix d'Ethan, légèrement étouffée, mais indubitable. Papa s'est déjà occupé de cet avocat. Puis le ton plus grave de Graham. Nous voulons juste protéger le nom de la famille. L'atmosphère change comme la météo avant une tempête. Richard se lève pour s'opposer, mais Sandra avance déjà vers sa prochaine pièce à conviction. Votre honneur, je présente la déposition vidéo d'Althea Monroe, prise il y a 2 semaines. Althea apparaît à l'écran, ses mains de 82 ans tremblant légèrement lorsqu'elle raconte avoir été témoin de la signature du testament original d'Henry Langford en 2004. Madame Diane se tenait derrière lui tout le temps, dit-elle, surveillant chaque mouvement comme un faucon. Des photographies apparaissent ensuite, des images horodatées confirmant le témoignage d'Althea, puis des documents financiers montrant mon prêt de $520 000 et le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de mon licenciement 3 mois plus tard. Le juge Msekini se penche en avant, son intérêt visiblement piqué. Pour le procès-verbal, déclare-t-il, ce tribunal reconnaît une connaissance antérieure avec le défunt Henry Langford. Je ne vois aucun conflit d'intérêts. Aucune des 2 parties ne soulève d'objection. Ces questions deviennent de plus en plus pointues à mesure que les preuves se déploient, révélant une compréhension plus profonde des intentions de mon grand-père que je ne l'avais prévu. Lorsque Sandra appelle son témoin surprise, Jessica Barnes, ancienne assistante de l'avocat disparu de mon grand-père, la façade de la famille commence à s'effondrer visiblement. Jessica décrit des documents détruits sous la pression et des menaces proférées à voix basse. Caleb suit avec les notes de l'affaire récupérées. L'expert technique démontre les signatures falsifiées avec des projections superposées qui ne laissent aucune place à l'interprétation. Les relevés bancaires révèlent des transferts suspects survenus quelques jours après la mort d'Henry. Chaque pièce s'appuie sur la précédente avec une précision dévastatrice. Les objections de Richard deviennent plus désespérées à mesure que les heures passent. Dans l'après-midi, même lui semble reconnaître l'inévitable. Votre honneur, dit Sandra, nous présentons notre dernière pièce à conviction, une lettre manuscrite d'Henry Langford à sa petite-fille. Elle lit les mots que j'ai portés dans mon cœur. Si elle se tient devant vous, elle a déjà porté plus de poids que n'importe quel homme dans cette famille. Le sang-froid de ma mère se brise enfin. Ses doigts agrippent ses perles si fermement que je crains qu'elles ne se cassent. Graham agrippe le bord de la table, son teint cendré alors que sa santé faiblit visiblement. Ethan fixe le sol, incapable de croiser le regard de quiconque, pas même le mien. Le juge examine les preuves une dernière fois, son expression contemplative. Cette affaire n'est pas compliquée, dit-il finalement. C'est criminel. Son verdict arrive rapidement. Tous les avoirs de Langford Estate me sont restitués, les accusés étant accusés de faux et d'obstruction à la justice. Les accusations criminelles sont renvoyées au bureau du procureur de district pour une poursuite plus approfondie. Alors que le tribunal lève la séance, j'entends le murmure choqué de ma mère à Graham.
Tu avais promis que cela n'arriverait jamais. À l'extérieur de la salle d'audience, Ethan me bloque le passage, le désespoir gravé sur son visage. Tu as tout ruiné. L'accusation n'a plus aucun pouvoir. Non, lui dis-je doucement. Vous avez fait ça vous-même. La déclaration finale du juge aborde spécifiquement l'élément d'abus envers une personne âgée, reconnaissant mes intentions claires et mes efforts pour découvrir la vérité. Le coup de marteau retentit avec fermeté, son écho résonnant dans la pièce maintenant silencieuse. J'expire lentement, le poids des années s'éloignant de mes épaules. Il n'y a pas de triomphe à regarder la disgrâce de ma famille, seulement le soulagement que la vérité est enfin prévalue. Sandra pose sa main sur mon épaule. Henri serait fier. Pour la première fois depuis le début de tout ça, je crois que cela pourrait être vrai. Les camionnettes des médias nationaux ont finalement disparu des marches du palais de justice. 3 mois après le verdict, mon nom apparaît toujours dans les revues juridiques et les conversations chuchotées lors des galas de Portland auxquelles je n'assiste plus. Graham a rendu son permis immobilier 2 jours avant qu'un accident vasculaire cérébral massif ne paralyse le côté droit de son corps. Diane a disparu des conseils d'administration d'organismes de bienfaisance sans explication, se retirant derrière les murs d'une maison beaucoup plus petite à l'Oswego. Et Ethan, garçon d'or désormais déchu, enfonce maintenant des clous dans des cadres de fondation à Bend, construisant des maisons modestes dans la ville même où Langford Holdings ne construisait autrefois que des propriétés de luxe. L'ironie ne m'échappe pas. Je conduis sur la route sinueuse familière jusqu'à Crystal Lake alors que le soir tombe sur l'eau. La même route que j'ai parcourue il y a des mois avec la peur qui me nouait l'estomac semble maintenant différente, presque paisible. Le lodge reste inchangé, ses bois patinés reflétant lors du soleil couchant. Je me gare là où je l'ai fait cette nuit-là, mais cette fois, aucun phare n'attend dans les arbres, aucun piège n'attend à l'intérieur. L'eau du lac scintille calme et claire, ne portant aucune des tensions qui flottaient dans l'air lors de ma dernière visite. Je marche jusqu'au bord du quai, la note de mon grand-père pliée dans ma poche. Le papier s'est ramolli à force de l'avoir manipulé au fil des ans, ses lettres carrées s'estompant mais toujours lisibles. L'héritage n'est pas hérité, il se mérite. Je sors le briquet en argent d'Henri, la seule possession de lui que j'ai gardée toutes ces années, et je l'ouvre. La flamme attrape le coin de la note, une lueur orange se propageant sur son écriture. Des cendres dérivent de mes doigts, se dispersant sur la surface de l'eau et disparaissant dans les ondulations. Ils ont ri quand je suis entré, je murmure à l'eau qui s'assombrit, mais ils ne riaient plus quand je suis sorti. La semaine dernière, j'ai rencontré 3 lanceurs d'alerte de Pacific Northwest Financial. La semaine précédente, 4 retraités qui ont tout perdu dans un stratagème d'investissement. Hier, une mère célibataire s'est battue contre un prêteur prédateur. Leurs histoires diffèrent, mais le modèle reste le même, pouvoir, silence, vérité, argent, écraser la justice. Dans leurs visages, je vois des reflets de mon propre parcours. La justice ne signifie rien si elle s'arrête à la porte du palais de justice. Le règlement Langford est resté presque intact sur mon compte. 4-6 millions de dollars semble presque vulgaire après avoir vécu confortablement dans mon loft pendant si longtemps. Maintenant, j'ai un but pour cela. La Fondation Langford pour l'intégrité juridique a ouvert ses portes le mois dernier. Nous offrons une aide juridique gratuite à ceux qui sont réduits au silence par le pouvoir. L'ironie d'utiliser le nom Langford ne m'échappe pas, mais c'est peut-être le but. Les noms, comme les héritages, peuvent être redéfinis. 1 an plus tard, je me suis tenu devant 28 étudiants en droit à l'université de l'Oregon. De la poussière de craie colle à mes doigts pendant que j'écris 2 phrases au tableau. L'intégrité construit l'héritage. L'héritage n'est pas donné, il se construit. Leurs yeux suivent mes mouvements, certains sceptiques, d'autres curieux. Ils ont lu à propos de mon affaire, bien sûr. Elle figure dans leur manuel maintenant, nichée entre des chapitres sur la fraude successorale et les abus envers les personnes âgées. Mais ils sont ici pour plus qu'un précédent juridique. Ils sont attirés par l'élément humain, le courage de se tenir seul contre la pression familiale. Diane écrit occasionnellement, sa papeterie élégante portant des mots prudents de réconciliation. La convalescence de Graham l'a rendu dépendant d'infirmières disponibles 24 heures sur 24. Les mains calleuses et le cou brûlé par le soleil d'Ethan témoignent d'une lente humiliation grâce à un travail honnête. Je lis leurs lettres avec compassion mais sans capitulation. Le pardon n'exige pas de réunion. La paix existe dans les limites plutôt que dans l'amertume. Je fais une pause avant d'effacer le tableau, attrapant le son du rire qui dérive par la fenêtre ouverte. Pendant des années,
le rire a été une armelle son coupant de ma mère conçue pour diminuer. Aujourd'hui, le rire des étudiants est vivifiant, naturel et guérissant. À travers la fenêtre, les étudiants traversent le campus vert, le soleil de printemps traversant les arbres en bourgeons. Mon reflet se superpose à eux qu'un pont entre les générations, entre ce qui était et ce qui pourrait être. Pour la première fois depuis des années, le silence ne fait pas mal, il guérit. L'héritage n'est pas un héritage, mais un impact. Le cercle se complète, de filles réduites au silence à enseignante habilité. Je me surprends à sourire, pas le sourire Langford habituel de ma jeunesse, mais quelque chose d'authentique, quelque chose de réel, quelque chose qu'Henri reconnaîtrait.